Bienvenue dans Y a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi, on n'est pas journaliste et ça s'entend parfois. On est juste deux copains, un micro et des films et on s'est dit, allez, mélangeons tout ça pour le meilleur ou le pire. Aujourd'hui, on s'enfonce dans un monde qui ne nourrit plus. Entre biologie confisquée et pouvoir moribond, graines stériles et citadelles suspendues, on vous parle de Vesper, une science-fiction âpre et organique où survivre ne suffit plus. Et pour cet épisode, je suis avec celui qui espère qu'un jour son chat arrêtera de chier dans la litière quand on enregistrera. Salut Manu. Et moi, je suis avec celui qui m'a enfin fait découvrir Vesper. Désolé, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Donc on sort tout juste du visionnage de Vesper. Manu, peux-tu nous dire de quoi que ça cause ? Alors, dans un monde post-apo, qui est très très organique, on suit Vesper, une adolescente qui est livrée à elle-même, qui tente de survivre avec son père mourant, grâce à ses compétences en biologie, on va dire ça comme ça, dans un monde vraiment très très dark. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Pour information, on appelle ça le biopunk. Ah, c'est du biopunk. C'est du biopunk, ouais. D'accord. Un peu comme on peut le retrouver dans Annihilation d'Alex Garland. D'accord, ok. T'as le cyberpunk et t'as le biopunk. Ok. Voilà. Donc avant de te demander ce que tu as pensé de ce film, je vais remettre un peu le film dans son contexte. Faut savoir que c'est un film qui, pour de la science-fiction, qui ne vient pas d'Hollywood, ni du cinéma anglo-saxon classique. C'est une vraie coproduction européenne indépendante. Et ça, c'est important de le noter parce que c'est suffisamment rare, en fait, dans le paysage cinéma européen. C'est un film qui a été réalisé par la Lituanie, la France et la Belgique. C'est un scénario donc, qui a été développé sur plusieurs années avec une volonté très claire de rien expliquer frontalement et de laisser le spectateur observer, déduire et ressentir les choses. Et forcément, c'est un film qui a pas mal divisé à sa sortie, mais qui a complètement assumé ce choix en ne trahissant jamais cette vision-là. Donc le film, il a été réalisé par deux réalisateurs, dont une réalisatrice et un réalisateur. Donc la réalisatrice, c'est Christina Buazit, qui vient du cinéma d'auteur européen, avec une culture très marquée balte. Elle s'intéresse énormément en fait, à la conscience, au corps, à la limite humaine et à la perception et à l'imbrication technologie et humain. Notamment avant Vesper, elle avait réalisé Vanishing Waves, qui était déjà un film centré sur l'exploration de la conscience et le danger du contrôle scientifique. Et de l'autre côté, son pendant, qui a aussi travaillé sur Vanishing Waves, c'est Bruno Sampe, qui est un franco-espagnol. Il est pas italien ? Non. Ok. Putain, je l'avais pas. Je l'avais tellement pas. C'est une boisson gazeuse ? Bah, mais c'est bon, on a compris. Hein. Plus t'expliques tes blagues, et moins elles ont des faits. Hein. Bref, donc lui, c'est un gars qui vient surtout des arts visuels. Son rôle sur Vesper, c'était justement tout ce qui est design organique. C'est pétillant. Tout ce qui est design organique, cohérence biologique, esthétique sale mais crédible, ce que tu notais, hein, le côté dark. Donc on peut dire que sur le film, en fait, Buazit apporte plutôt la profondeur psychologique et le regard moral, là où Sampe apporte plus le côté la matérialité du monde et la cohérence visuelle. Donc, maintenant que tu connais tout autour de ce film-là, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis un petit peu mitigé. Déjà, je trouve que le film est tellement calme que la fin du monde a l'air complètement fatiguée, en fait. Alors, la fin du monde a déjà eu lieu. On est après. Ce monde-là, il existe, non ? Oui, ce monde-là, oui, je comprends ce que tu veux dire, oui, pardon. Bref. Ouais, je suis un petit peu mitigé. Il y a plein de choses que j'aime énormément dans le film. J'aime bien Vesper, mais j'aime surtout Camélia. Je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant.
l'univers en tant que tel, je trouve qu'il est hyper intéressant dans les intérieurs et dans justement le côté biologique, les plantes, le côté un peu champignon. Ça, j'aime Tu t'aimes vraiment. bien les poêlées de champignons, c'est pour ça. Tout à fait. Je trouve que cette illustration-là est plutôt bien faite. On y croit plutôt pas mal. J'ai un petit souci avec les extérieurs. La forêt, je trouve que visuellement, c'est pas très très varié, mais ça peut s'expliquer, j'imagine, hein, sans doute, par rapport à l'univers, par rapport voilà, le monde dans lequel ils vivent. Je trouve le scénario intéressant, mais un peu léger, en fait. Pour moi, ça manque un peu de fond ou de méditation. Enfin, je trouve qu'il y a un dosage qui est pas toujours fin ou optimisé. Enfin, je sais pas comment le dire. Je j'arrive pas à mettre des mots dessus pour l'instant. Alors, sur le fait que les décors changent peu, on reste dans un périmètre, hormis à la fin, dans un périmètre assez restreint en fait, puisqu'on reste dans la forêt avec la maison et la ferme de Jonas. Donc, finalement, c'est normal en fait. On ne parle pas vraiment de huis clos, mais voilà, on reste dans un périmètre de quelques centaines de mètres à 1 ou 2 kilomètres à peu près. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Le scénario, je pense que si on se fie à l'histoire en elle-même et telle qu'elle, je suis assez d'accord avec toi que ça reste assez simpliste. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que sur le fond, les thèmes abordés sont faits en fait de manière subtile mais ultra important. Bah, développe. En fait, ça parle d'écologie, hein, forcément, mais ça parle pas que de ça. Ça parle aussi du fait que ce n'est pas la technologie qui sauvera la planète, en fait. C'est celle qui comprendra le vivant. Et c'est ce qu'explique le film. Moi, je pensais pas du tout que le film parlait d'écologie, en fait, hein. Ah, ça parle complètement d'écologie. Bah, pour moi, le film part surtout de la chute du capitalisme. Alors, c'est un des autres. Beaucoup plus que de l'écologie, pour moi, en tout cas. Alors, ça parle en effet de la chute du capitalisme. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ça parle aussi du progrès inconsidéré, de la prouesse technologique et l'impact que ça a sur le vivant et la nature. C'est ce qu'ils disent au tout début, hein. On a créé en fait des êtres synthétiques, des espèces de virus, hein, et que Les ça. jugs. Alors, les jugs, oui, en effet, mais ça a pollué la planète et en fait, c'est ça qui fait que tout est devenu incomestible. Donc ça, c'est clairement un thème écologique en fait. Sur ce thème-là, moi, ce qui m'a énormément parlé et plu, c'est le fait que, contrairement à d'autres films qui pourraient aborder ce sujet-là en te disant qu'on va trouver une idée technologique qui va sauver la planète, bah, là, c'est pas le cas. On t'explique juste qu'en fait, si tu comprends le vivant, si tu comprends comment il fonctionne, et tu comprends que la nature, alors il y a un côté animaliste, hein, parce que la nature, c'est un être vivant dans le film, hein, dans le sens consciencisé, tu vois. Et ben en fait, si tu le comprends, et ben c'est comme ça que tu pourras sauver le monde. Très souvent, dans d'autres films, hein, c'est pas abordé de cette façon-là. Et c'est moi ce spectre-là que j'ai trouvé très intéressant. Moi, ce qui me dérange le plus dans le film, c'est que les sujets sont hyper intéressants, l'exposition est vachement bien faite. Il y a des choses sur lesquelles je vois l'idée, je vois le concept, mais pour le coup, ça me touche pas des masses. C'est-à-dire que ce Jonas, qui est franchement dégueulasse, j'ai du mal à comprendre en fait son univers, son comment dire son les enfants qui l'entourent. Enfin, je trouve que ça manque un petit peu de crédibilité. C'est-à-dire que les idées telles qu'elles sont posées dans le film, je les trouve hyper intéressantes et hyper riches. Mais par contre, je trouve que ça manque cruellement de radicalité. Je trouve ça un peu trop simple, alors que les idées sont fortes. Je peux comprendre ce que tu dis, mais je pense que la volonté que le film soit simple, c'est plus une idée de ne rien montrer de frontal. En fait, en première lecture, c'est un film qui peut paraître simple, mais je pense qu'il est ultra exigeant en fait dans la lecture de certaines scènes, la lecture de son univers et vraiment des sujets qu'il aborde. Parce que Jonas, en fait, c'est le Mac. C'est celui qui profite des pauvres
et qui profite des bas de classe pour se financer lui et vivre. En fait, il vit au crochet en fait de la pauvreté pour revendre des choses aux citadelles, aux riches, et il est cette espèce d'entre-deux qu'on connaît très bien dans le monde capitaliste. Hein. C'est ça qu'il représente en fait. Oui, mais pas que dans le monde capitaliste. Enfin, je veux dire, c'est une figure Bien sûr. assez, on va dire, assez classique. Non, c'est juste, je sais pas. Je trouve que c'est pas hyper bien caractérisé peut-être. Il y a plein de choses, moi, qui me manquent un petit peu dans le film. Par exemple, ça pourrait très très bien, sur la fin, être la cité des enfants perdus. Donc il y a des enfants qui se raccrochent un peu à Vesper, mais ça arrive un peu comme un cheveu sous la soupe et ça a très très peu d'impact. Et j'aime pas la fin du tout en plus. Je trouve elle est trop sage en fait. C'est un peu rassurant et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus radical. Je trouve que l'univers reste malgré tout cohérent et intéressant. C'est pas quelque chose que l'on voit très souvent. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Après, voilà, j'ai des petits trucs qui me manquent, quoi. Alors, sur la fin, moi je te rejoins pas sur le côté justement cité des enfants perdus, parce que je pense que la volonté du film, ce n'est pas montrer une jeunesse forte qui se rebellera contre le pouvoir établi, mais plutôt qui apprendra des erreurs des adultes, qui apprendra en fait des erreurs faites par la société pour ne pas les commettre, et qui, par le savoir en fait, renouvellera le monde. Oui, enfin, c'est pas du tout ce que ça raconte parce que ça dure 3 secondes. Mais Bah si, c'est exactement ce que ça raconte, même non, par je pense pas, par le mais rôle de Vesper en fait. mais par le rôle de Vesper, oui. Mais c'est pas là où je voulais en venir en fait. C'est pas le côté révolutionnaire. Je trouve que c'est à peine effleuré le fait que ces enfants-là rejoignent plus ou moins Vesper. Et j'aurais peut-être préféré, alors c'est peut-être un autre film, hein, mais avoir plus ces relations-là. Parce qu'en fait, le monde tel qu'il est décrit est quand même assez horrible. C'est quand même c'est dark en soi. C'est un peu crasse-pouille. Et qu'il y ait d'autres interactions avec d'autres personnages qui ne sont pas soit des enfants violents ou un Mac, pour parler de Jonas, j'aurais trouvé ça intéressant. Alors ça aurait été un peu moins intimiste, on est d'accord, mais j'aurais trouvé ça intéressant. Je trouve que la trajectoire de Vesper était suffisamment claire pour emmener d'autres enfants, pour juste un plan qui dure 3 secondes. Moi, ça m'apporte pas grand-chose. Mais je pense que ce plan-là, il n'est que symbolique en fait. Hein. Et on s'en moque un petit peu. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les enfants qui arrivent après, c'est qu'ils ils fuient et ils suivent en fait la seule personne qui sait comment fonctionne le monde, et c'est Vesper, tout simplement. Je pense pas qu'il faille forcément y voir plus que ça sur les enfants qui suivent. Mais en tout cas, je trouve que le personnage de Vesper raconte ceci, et enfin, moi je trouve que c'est un personnage qui est très bien écrit. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que c'est un personnage qui, tout le long du film, en fait, c'est un personnage froid, hein, qui est relativement radical, je trouve, dans sa façon d'aborder les choses, hein, même vis-à-vis de son père, vis-à-vis des adultes, etc. Enfin, de 2 adultes, 3. Et qui se pose pour essayer de comprendre le monde. Elle n'est pas en mode survie alarmiste, comme le sont les adultes, en fait. Et tout le long, en fait, elle va essayer de comprendre le monde pour pouvoir sauver le monde. Comprendre la nature pour sauver la nature. Et moi, je trouve que ce personnage-là, il est... Alors, j'ai un problème avec l'actrice, que je trouve pas très bonne. Qu'est-ce qui te pose problème Avec l'actrice, je trouve qu'elle a du jeu parfois qui est un peu exagéré, notamment quand elle est avec Camélia. Ça me pose quelques problèmes, surtout sur la fin, sur la mort de son père. En fait, sur les passages un peu dramatiques où elle joue la tristesse et le côté horrifié, c'est pas super joué. En fait, je trouve que son jeu n'est pas très équilibré tout le long du film. Mais ça n'enlève rien au fait que le personnage est superbement bien écrit. Eh ben, moi, je trouve que justement, c'est de l'écriture. Ça, c'est pas la prouesse de la comédienne, parce que ces attitudes-là, pour moi, elles sont plutôt mal écrites. Alors, j'ai pas spécialement d'avis, hein, sur son jeu à ce moment-là, mais
ce côté un peu émotionnel et dramatique, moi, ça matche pas en fait avec justement l'écriture du personnage. Je pense que c'est plus un problème d'écriture qu'un problème d'interprétation. Bah pourtant, la mort de son père, je veux dire, elle fait tout pour sauver son père, pour l'aider. Elle veut pas partir pour lui. Je veux dire, il y a quand même un amour assez fort pour Moi, son père. Et j'ai du mal à être, en vrai, hein, sur tout le film, sur l'aspect émotionnel, j'ai vraiment du mal à être touché, en fait. après, le film est très froid et très austère, hein. Il y a très très peu de choses qui m'accrochent émotionnellement et en termes d'empathie. Je suis pas hyper touché par ce qui se passe à l'écran. Il y a quand même deux figures paternelles qui décèdent et justement, ça me permet justement de rebondir sur l'aspect écriture. Je trouve que le décès c'est pas le père, mais le maître de Camélia, je comprends l'idée que Vesper soit touché par rapport à ça, mais la manière dont c'est écrit, c'est quand même pas GG. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Le personnage du père, qui est peut-être l'un de mes personnages ce que j'ai pas expliqué, c'est que le père est mourant sur presque un lit de mort. On se rend bien compte qu'il va pas vivre encore très Ouais, très longtemps. il survit grâce à des machines, hein, un peu autour, enfin des bio-machines d'ailleurs. Et en fait, sa voix et son esprit est projeté dans une espèce de drôme en sphère. Et ça, c'est une idée qui est super. L'idée est géniale. L'idée est top. Et après, c'est un trope, hein, de la SF, d'avoir toujours ce personnage qui est entre humain, robot, droïde, enfin voilà, et qui est souvent un personnage assez moralisateur, etc., qui apporte beaucoup d'empathie. Ce personnage-là est vraiment bien fichu. Et là, curieusement, dans cette scène-là, donc c'est le père, hein, de Vesper, alors que Vesper tente de s'interposer en fait à l'assassinat du maître de Camélia, elle se fait quand même plaquer contre. Et là, le père, le droïde, n'intervient pas. Il y a plein de moments où en fait il intervient absolument pas, on sait pas pourquoi, alors qu'il est à côté. Ça m'a gêné. Et tu vois, pour moi, c'est plus un problème d'écriture que d'acting en fait. Alors sur ce point-là, oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, bon, moi je pense que sur la mort de son père, c'est pas super. Parce que tu l'as trouvé mauvaise dans la mort de son père. Oui, bon, et puis il y a d'autres moments aussi. En fait, je trouve qu'à partir du moment où où il y a de la tristesse, c'est pas super bien joué, hein. Après, c'est pas une actrice qui a fait énormément de choses, hein. Le film le plus connu qu'elle ait fait, c'est ça. Depuis, donc le film est sorti en. Mais est-ce que tu penses pas que quand on a un personnage qui est écrit comme un personnage assez un peu stoïque, un peu froid, un peu monolithique, d'avoir des effluves d'émotions, c'est pas un petit peu dissonant? Non, quand ça touche quelque chose. Moi, autant Non, mais ça aurait pu être quelque chose de très interne. Là, c'est assez c'est exprimé. Là où je veux en venir, c'est que je pense que c'est plus l'écriture du personnage où en fait on s'attend pas spécialement à ce que ce personnage-là réagisse comme ça. Ouais, mais si tu le construis aussi proche de son père et à vouloir. Parce que, comme je te le dis, enfin, je vais me répéter, mais quand le personnage développe un tel amour pour son père, avec parfois des composantes d'irrationalité, hein, puisque elle le sait dans le fond très bien que il pourra jamais la suivre à la citadelle, et elle décide de rester. Où je pense que ça devrait la toucher quand même beaucoup plus que ça. Alors, c'est même pas une histoire que ça devrait la toucher ou pas. C'est pas ça le problème. C'est que dans le fond, quand c'est joué, pour moi, ça la touche très fort, mais c'est mal joué. Enfin, bref, on va pas passer des heures sur ce point-là, mais en revanche, je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport au père, et le fait qu'il soit alité en fait mourant et qui est justement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'aime énormément. Marvel, on aurait fait de l'humour avec ce drone, ça c'est sûr et certain. Là, c'est intelligent. Mais au-delà de ça, en fait. Non, mais non, pas Marvel, Disney. Disney. Même globalement Hollywood, hein, Non, mais Hollywood, c'est Disney, mec. c'est pas faux. Au-delà de ça, moi, ce que j'aime, c'est ce que ça représente, en fait.
c'est l'ancien monde qui est bloqué dans la technologie passée en fait, et qui n'est plus en fait dans le monde actuel et le vivant en fait. Moi, c'est comme ça que pour moi, représente le père. Et d'ailleurs, à la fin, quand Vesper, son père, meurt et que elle part pour répandre les graines, bah ça y est, c'est la mort en fait du système technologique arriéré et qui avait tout détruit pour un avenir radieux basé sur le vivant. Et je trouve que c'est vraiment, sûrement d'ailleurs, le personnage le mieux écrit du film. Bah non, enfin, je suis désolé. Bah non, bah si, c'est mon opinion. Non, mais oui, je comprends évidemment ton J'ai dit opinion. l'un des personnages les mieux J'ai écrits. évidemment bien compris ton opinion, mais c'est juste qu'il y a des moments où il devrait intervenir parce qu'il est à côté, il n'intervient pas. Et ouais, je pense qu'il y a des petits soucis d'écriture. Enfin, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des soucis d'écriture dans le film. Pour revenir à l'autre thème que tu abordais, parce qu'il est quand même ultra important, en fait, le film, c'est un film qui est quand même très politique. Vraiment, puisqu'il parle de la chute du capitalisme. Je voudrais qu'on revienne sur ce thème-là parce que il y a quand même dans le film des castes, une hiérarchie très établie entre la citadelle et puis le reste du monde. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Bah oui, j'ai trouvé ça intéressant et je suis désolé de le redire, mais encore une fois, c'est un trope de la SF. On a dans plein d'écritures SF, là c'est la citadelle, donc c'est en gros, hein, c'est des bulles de domination sur un peuple en fait qui est exploité. On le voit avec Jonas qui prend le sang des enfants. Mais c'est les enfants qui sont exploités, hein. C'est surtout ça qu'il faut voir. Hein. Oui, bon après, mais voilà, c'est cette figure-là que l'on a. On a cette figure-là dans beaucoup de films de SF. Et donc j'ai trouvé ça bien, je trouvais ça intéressant, mais c'est pas non plus nouveau, quoi. Donc moi je trouve que ça s'est pas beaucoup vu, le fait que le système de hiérarchie soit basé sur la domination technologique, sur le savoir de la nature en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, oui, je sais. C'est pas une domination par la force. Oui, je vois, en fait, je vois très bien ce que tu veux dire. En gros, le capitalisme brevette la science, les avancées technologiques, en gros, c'est ça. Mais en réalité, c'est un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quelque part. Mais oui, mais c'est exactement ce que dénonce le film. Hein. Mais oui, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, moi, c'est pas la partie qui m'a le plus intéressé dans le film. Et du coup, mais toi, qu'est-ce que tu as préféré dans le film ? Moi, ce que j'ai préféré dans le film, c'est la partie sur l'adolescence. Cette émancipation que j'ai trouvée peut-être plus poignante, en fait, que tout le reste. Comment grandir en laissant partir, en fait, les proches, puisque c'est ce qui se passe. Elle laisse partir son père, enfin, elle laisse partir entre guillemets, son père, Camélia, en quelque sorte, et précédemment, on ne le sait pas, mais également sa mère. Comment est-ce qu'elle va devoir elle-même créer un environnement, un monde moral avec des règles, avec des nouvelles règles, puisque les règles que tu évoquais, ce sont celles de l'ancien monde, mais qui est en train de s'effondrer. Donc comment est-ce qu'elle va devoir créer ce nouvel ordre-là ? Et puis, toute cette notion de culpabilité, son refus de laisser partir, il y a vraiment énormément de culpabilité chez Vesper, alors que, je sais pas, une réflexion moderne serait aussi de dire que son père est dans un tel état de souffrance qu'il aurait été sans doute beaucoup plus sain de le laisser partir et de ne pas le maintenir coûte que coûte. C'est ça aussi l'émancipation, c'est-à-dire qu'il faut réussir à laisser derrière soi des choses, à faire mourir certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est peut-être ce que j'ai préféré dans le film, c'est cette partie-là, sur l'adolescent et cette quête un peu... Alors c'est marrant parce que j'avais pas du tout vu ce thème-là. Maintenant que tu l'expliques, c'est vrai que je comprends mieux. Je suis pas sûr que ce soit un des sujets les plus importants du film. Mais qui rejoint ce que tu disais aussi, c'est-à-dire dans les quêtes initiatiques, les coming of age, il y a ce côté, il faut trahir
l'ancien monde pour pouvoir créer le nouveau, en fait. Et c'est clairement ce que dit le film, dans un point de vue SF philosophique, mais également dans le parcours personnel et émotionnel de Vesper, c'est exactement ça, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'un point de vue psy, hein, on peut aussi dire que quelque part, de passer de l'état, de passer à l'âge adulte, c'est quelque part aussi la fin du monde. Oui, je comprends. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je voudrais juste qu'on vienne sur un point. Oui, revenons sur un point. Parce que la fin t'a énormément dérangé, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, alors énormément, j'exagère peut-être, hein, mais Est-ce que tu ferais pas preuve de mauvaise foi? alors moi, jamais. D'ailleurs, nos auditeurs nous disent, c'est souvent Cédric. Oui, bien sûr, si tu demandes à ton frangin, c'est sûr que c'est toi. Si tu veux, moi, la fin, je l'aime au contraire beaucoup. Parce que au tout départ, quand je l'ai vu la première fois, tu vois, quand Vesper arrive à la tour avec les femmes de la forêt, Ouais. sur le coup, j'ai eu peur qu'elles prennent un peu la tête d'un mouvement de résistance et que, en fait, y ait un 2 et puis voilà. Et ce que j'ai aimé, moi, au contraire, dans ce film-là, c'est que le contre-pied, il est pris parce qu'elle prend les graines et qu'elle les jette, en fait, à la nature. En fait, elle redéveloppe l'alimentation à la nature grâce aux graines. Elle rétablit, en fait, la nature telle qu'elle était avant. Et la nature fera le reste. Moi, cette fin-là me va parfaitement, en fait. On n'est pas dans le chaos de ce qu'on peut voir dans les grands blockbusters de SF où allez, rébellion. Non, c'est pas l'idée, quoi. Non, mais moi, je cherchais pas spécialement une rébellion ou quoi que ce soit, hein. Moi, c'est juste que j'ai trouvé ça juste un tout petit peu simple. En fait, moi, la fin, les 10 dernières minutes, moi, je les trouve vraiment pas très, très intéressantes. Déjà, la fugue avec les mini Dark Vador, voilà, avec les respirations très fortes, bon, c'est des figures que j'avais déjà vues. Je trouve qu'ils ont vachement de mal, en fait, à filmer l'action et à filmer cette fugue-là. Je trouve qu'elle est très, très simple et très rapidement. Camélia se condamne. Enfin, tout ça est un peu écrit, un peu à la va-vite, j'ai un peu l'impression, jusqu'à arriver jusqu'à cette tour. La tour dont tu parlais, celle des femmes de la forêt qui sont intégralement voilées. D'ailleurs, j'ai trouvé que la caractérisation de ces personnages-là était assez intéressante. J'aurais aimé en voir un peu plus de cette partie-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Il manque de mythologie sur ce point-là. Sachant qu'en plus, il y a une espèce de truc... ça m'a fait penser également à la Cabale et Madonna dans son clip Frozen, où tu avais un espèce de montage à l'envers, où en fait elle s'enlève son espèce de grand voile, mais sauf que comme c'est monté à l'envers, tu as l'impression que le voile la recouvre. Enfin bon, bref, c'était une petite aparté Madonna. Mais voilà, quand Vesper arrive à cette tour-là et qu'elle sème ses graines, bon, j'ai trouvé ça un peu naïf, en fait. J'ai trouvé que si c'était juste ça qu'il fallait faire, bon, enfin, tu vois, il y a un petit truc qui me... Juste ça, elle a quand même déverrouillé le fait qu'elle pouvait rendre de nouvelles graines fertiles, c'est-à-dire que faire en sorte que des plantes qui poussent de ces graines-là puissent répandre d'autres graines et redéployer en fait tous les... oui, elle a un master en bio. Non, mais oui, mais c'est ça qui est important, c'est qu'en fait... Non, mais je suis d'accord avec toi sur ce truc-là. Mais c'est juste que entre le moment où elle fugue et le moment où elle sème les graines, visuellement, je suis pas emballé, quoi. Alors, il y a 2 points sur lesquels je voudrais échanger avec toi. Il y en a un que je vais laisser de côté parce que je pense qu'il sera plus assujetti à débat. Je voudrais juste qu'on revienne sur les femmes de la forêt, parce que en échangeant là ensemble, m'est venue une interprétation, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Une épiphanie. Une épiphanie. Profitons-en, c'est rare. C'est la galette des rois. Et donc, est-ce que ces personnages-là, en fait, ne seraient pas des personnes qui, rongées par la culpabilité, parce que ce sont des adultes, hein, rongées par la culpabilité d'avoir détruit le monde, le nettoient. Parce qu'elles recueillent des choses dans la forêt issues de technologies pour les ramener à un point qui est ce village avec la grande tour. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas du tout, en fait. C'est intéressant. Je me suis pas posé cette question-là. Moi, je les voyais plutôt comme des guides. Comme des personnages qui, privés de toute forme peut-être d'intelligence, enfin, tu vois, seraient juste... qui serait mu par un espèce de réflexe, en fait,
Comme il n'y a plus réellement de raisonnement, peut-être que ouais, elles sont animées juste par un réflexe de juste montrer la voie. Parce qu'il y a des plans qui montrent à peu près ça, où je sais pas, quand Vesper arrive dans justement là où où il y a la tour. Bah, c'est qu'elle ramène tout hein, vers cette tour-là. Voilà. Hein. Mais elle ramène tout, donc tu vois, Vesper y compris, enfin je sais pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais Bah, je pense pas qu'elle ramène Vesper, parce que Vesper avait toujours dit, elle le dit à son père qu'elle aimerait un jour en suivre une pour savoir justement où est-ce qu'elle va. Mais, ah oui, c'est un guide ça. mais je me posais juste cette question-là parce que sa mère, à un moment donné, en fait, les a quittés pour devenir en fait femme de la forêt. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience des adultes sur l'impact qu'ils ont eu sur la nature et sur l'écologie et qu'ils décident d'avoir une espèce je sais pas, de voix spirituelle ou je ne sais trop quoi qui leur dit de nettoyer de la forêt. Je sais pas, c'était une idée. C'est un petit côté Wall-E. C'est ça, c'est le côté Wall-E. Ouais, je trouve que ton interprétation est valable. Après, je pense que ce qu'on pourrait creuser, c'est le fait que ce soit un monde avec que des enfants. Il y a pas d'adultes en fait. Le seul adulte que l'on a, c'est le proxénète, enfin c'est Jonas, et Camélia qui a été créé par des adultes. En fait, on est dans un monde où les adultes ne sont plus là, où c'est des enfants qui sont exploités. Mais ce qui explique aussi la dette que l'on a envers les générations futures et Tout à fait. qu'on lègue en fait en termes d'écologie. Donc le fait que beaucoup d'adultes soient masqués, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser parce que ces femmes de la forêt sont intégralement voilées, comme on l'a dit, mais également les méchants de la fin, là, les mini Dark Vador, qui ont des masques pour cacher, entre guillemets, des squelettes. Enfin, C'est exactement le point que je voulais aborder avec toi juste avant, où je me disais qu'on aurait des sujets peut-être à débat. J'ai trouvé ça, moi, hyper intéressant, justement, que ça soit des têtes de squelettes, en fait, des têtes de mort qui soient symbolisées, enfin, qui soient pas symbolisées, qui soient vues, mais tout ce qu'elles symbolisent derrière, en fait. Oui, non, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper malin de faire en sorte que ce soit des adultes, en fait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est la respiration, c'est le costume noir un peu Star Wars. Bon, je sais pas. Je trouvais que c'était un petit peu dissonant et que le clin d'œil était très visible pour le coup. Je suis pas sûr qu'il y ait un clin d'œil à Star Wars, hein, en vérité. Hein. Je crois mais... moyennement. Non, mais après, Bon, c'est peut-être. la respiration, c'est parce qu'ils ont quand même une combi. Après, noir, est-ce que ça représente le deuil? Enfin, je sais pas. Il y a peut-être une symbolique derrière ouais, qui mais est pensée. Après, je vais peut-être un peu loin. aujourd'hui, quand tu fais un film et que tu fais un méchant avec un costume noir qui a une respiration très très forte, excuse-moi. Forcément, les gens font le parallèle. Voilà. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, je serais très étonné que ce soit pas volontaire. Que ce soit inconscient, oups, oupsie. Mais sachant que on le sait bien que quand on enlève le masque de Dark Vador, on voit quand même un visage qui est en train de mourir, clairement. Donc Oui, est-ce que oui, peut-être. Alors, je sais pas. Quand j'ai fait un peu mes recherches autour du film, c'était pas marqué. Parce que, alors, ça tombe bien puisqu'on en parle. Le film, comme il y a énormément d'influence. Hein. Ce film-là n'en fait pas partie parce que, en tout cas, ça n'a pas été cité. Mais est-ce que tu as pu voir un peu les influences qu'il y avait derrière Vesper? oui, j'en ai vu quelques-unes. Il y a la Cité des Enfants Perdus, même si c'est pas développé de la même manière, mais en tout cas, il y a des trucs qui me raccrochent à ce film-là. Et bienvenue à Gattaca. Après, évidemment, c'est raccroché à plein d'autres œuvres de SF avec cette société qui vit dans une bulle. Et je pense à Gun aussi, où en fait, elle vit dans la décharge, donc dans le monde du bas, qui correspond quand même assez en fait à l'univers dans lequel Vesper vit, c'est-à-dire un monde où c'est le néant. Et l'élite en fait vit dans Babylone. Qui est un monde suspendu, qui est relié par des câbles
des tuyaux qui renvoient les déchets en bas. Donc, C'est quelque chose qu'on voit souvent, voilà. on voit dans Elysium d'ailleurs aussi. Effectivement. Wall-E. Bon, arrête, quand même pas. Non, je plaisante. Ce sont pas les références qui sont citées, hein. Mais quand tu les dis, je les vois. Et en effet, il y a un lien qu'on peut faire en tout cas. Qu'est-ce qui est cité Alors la première, c'est Alien. Si, j'ai vu Alien. alors Alien, ouais, avec H.R. Giger, le responsable en fait des effets spéciaux et la créature d'Alien, hein, ou tout ce qui est justement organique. Tout ça, c'est énormément lié. On va retrouver. Alors, la plus grosse influence cinématographique, c'est Stalker de Tarkovsky, Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Effectivement. qui est l'une des plus grosses influences. Et on va retrouver une influence qui est pas directe, mais dans un univers étrange mais cohérent. En fait, on va retrouver Jean Giraud avec Mobius, la bande dessinée, où en fait tout paraît vachement bizarre, mais a quand même une cohérence globale. Et ça a énormément influencé, notamment du côté de Bruno Sampe. Ouais, alors, je trouve que la bizarrerie est pas non plus hyper. Enfin, tout se tient plutôt bien. Enfin, Mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoint mon point de vue du début, c'est que ça va peut-être pas assez loin justement sur cette partie-là. Ah bah c'est sûr qu'on est loin de Mobius, hein. Voilà. Quand je t'avais demandé quel film on allait regarder, tu m'avais dit que c'était Vesper. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps que je veux que tu le vois. Ouais. Puis à chaque fois, tu as trouvé des bonnes excuses pour ne pas. Et on a failli regarder Last Action Hero de McTiernan. On a bien fait de regarder Vesper. On le regardera à un moment ou à un autre, ce film, il est extraordinaire. Mais du coup, on a regardé la bande-annonce. Enfin, le début de la bande-annonce, parce que je t'ai demandé de couper, Ouais. parce que voilà, j'aime pas trop regarder les bandes-annonces. Et moi, ce qui m'a parlé sur les premières images de la bande-annonce, c'était le style un peu pictural que l'on retrouve chez Simon Stallenhag. Je sais pas si ça se dit comme ça. Qui est un artiste suédois qui est connu pour ses œuvres qui mélangent le rétro-futuriste et des paysages scandinaves, un peu désuets, un peu... et j'adore ce qu'il fait. Je suis un grand fan de ce qu'il fait. Et son travail a été une base d'inspiration pour la série qui s'appelle Tales from the Loop, qui est une série qui est vraiment géniale. Donc en fait, c'est directement adapté de ses livres, en fait. Et quand j'ai vu les premières images, notamment avec le drone du père, j'ai tout de suite pensé à lui, mais c'est tout, parce qu'en fait, moi je m'attendais vraiment, en fait, hein, quand j'ai vu le film, je m'attendais vraiment à retrouver un petit peu son univers. Bon, ben, en vrai, non. Mais il y a quand même peut-être 2-3 petites... Alors, l'un des artistes, peintre, photographe, qui fait partie des influences, c'est Zdzisław Bekzinski, qui est un sculpteur polonais, enfin peintre, photographe et sculpteur polonais. Son univers visuel, bah, justement, il mêle surréalisme fantastique et horreur métaphysique. D'accord, ok. Donc, est-ce que c'est proche? Je pense peut-être assez. Après, il faudrait qu'on creuse. Montre-moi les visuels. Ouais, on est vraiment plus sur la noirceur, en fait, hein, tout ce qui est un peu organique, exactement, organique, en fait. Alors que Simon Stallenhag, putain, c'est pas évident à prononcer, lui est beaucoup plus sur le côté justement rétro-futuriste. C'est ça que moi j'aime dans l'univers de Vesper, tu vois, c'est que ça en fait pas des caisses, c'est assez distillé de façon à ce que bien te montrer qu'on est dans de la SF. Mais sans trop en faire. Genre, on est loin, par exemple. Alors, c'est pas le même budget. Hein, la comparaison est peut-être un peu bancale, mais tu prends Dune, où t'en as de Villeneuve, t'en as partout, en fait. Là, il y a quelques bribes par-ci, par-là. C'est vraiment bancal, effectivement. Oui, parce que forcément, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes... C'est pas le même type de SF. Non, c'est pas le même type de SF, mais... Après, je trouve que quand même, Vesper partage quand même quelque chose avec Dune qui est une espèce d'austérité quand même. Oui, tout à fait, ouais. Alors, c'est évidemment moins, parce que effectivement, on l'a dit un peu plus tôt, mais il y a quand même un côté un peu plus humain et dans la démarche de Vesper et dans sa construction. De toute façon, le côté humain dans Dune de Villeneuve, pour aller le chercher, en effet, c'est super loin parce que c'est du zéro pointé, je veux dire. Mais oui, mais le livre est un peu comme ça aussi. Oui, il est assez austère aussi. Bon, on va pas faire le procès de Dune. Tu préférais Dune avec Sting, effectivement. Ça va, là. On parle, ça y est, on a fait un épisode sur Twin Peaks, tu vas pas me lâcher
moche avec Lynch là. Superbe épisode. Magnifique épisode, écoutez-le. On a parlé un petit peu des acteurs, hein, donc notamment de Raffaella Chapman qui joue Vesper. Alors, à savoir quand même que depuis qu'elle a fait Vesper, elle n'a fait qu'un court-métrage en 2024, elle n'a rien fait de plus. Mais je pense que l'acteur le plus connu, c'est l'acteur qui joue Jonas, hein, Eddie Marsan, qu'on retrouve dans beaucoup de films, hein, notamment Sherlock Holmes, avec Jude Law et Robert Downey Jr. Et moi, une actrice que j'aime beaucoup, hein, celle qui joue Camélia, c'est Rosie McEwen. Pareil, c'est pas une actrice ultra connue, faut aller chercher un petit peu dans des films, Blue Jean, Harvest, hein, qui était d'ailleurs, je crois, passé au Festival Premier Plan l'année dernière, ce film. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu et je crois que tu avais bien aimé, non? J'ai bien. Alors, tu vas pas aimer ce film, mais j'ai beaucoup aimé ce film, moi. Moi, j'ai vraiment aimé, ouais. Et il y a un petit rôle, mais moi, ça m'a fait plaisir de la voir, c'est Mélanie Guedos, la mannequin qui joue le Duke qui se fait tuer au tout début du film. C'est une scène qui est très dure, je trouve, moi, cette scène-là. Ouais, c'est une scène qui est pas facile. Alors, je sais pas vraiment si j'aime bien cette scène-là. En tout cas, faudrait que peut-être que je revoie. Je pense qu'il faudrait que je revoie le film. Mais je trouve que cette scène-là, elle sert d'exposition, vraiment, sur cette notion de classe, qui est quoi, les enfants, quel est le rôle des enfants vis-à-vis de Jonas, quel est le rôle des Jug. Ça explique pas mal de choses. C'est très violent. Et en même temps, il y a un côté gratos aussi. Enfin, je sais pas. Moi, me met très mal à l'aise cette scène. Ouais, mais voilà, je trouve que Mélanie Guedos joue super bien, ouais. avec ses cris stridents, etc. C'est l'animal qu'on abat. Mais on en revient à la nature. Hein, c'est l'animal blessé qui, au lieu d'essayer de le sauver, en fait, on l'abat parce que de toute façon, ce n'est qu'une vie animale, on s'en fout. Et il le dit lui-même. Jonas le dit, ce n'est qu'un animal. Alors qu'en fait, c'est juste un humain synthétique. Et moi, cette scène-là, elle est vraiment très dure. Donc, vu qu'on aborde les scènes, est-ce que tu as 2-3 scènes comme ça que tu as quand même aimé dans le film? La scène que j'ai préférée, je crois, c'est la scène de découverte de Camélia. Parce que elle est dans un environnement... donc, elle est blessée, elle est dans une espèce de bois, de bosquet, avec plein de formes très organiques autour d'elle. Tout ça est très vaporeux. Ça me faisait penser à une peinture. Elle faisait très un peu Vierge Marie avec son voile bleu. Enfin, il y avait un truc. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, elle arrive un peu comme une illusion, en fait. Et en vrai, c'est son personnage, c'est le personnage de Camélia qui fait prendre conscience à Vesper qu'il y a... Alors, Vesper avait son intuition, etc. Mais c'est vraiment ce personnage-là qui va l'aider en fait à concrétiser en fait son intuition en fait. Et du coup, ce personnage est un peu comme une vision quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, enfin j'imagine, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. C'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu presque mystique, mais ce onirique, côté hein. Onirique, voilà, je cherchais le mot dans son apparition. Et ce qui contrebalance avec l'apparition de son maître, enfin son père, qui est beaucoup plus simple, moins joli, plus fonctionnel, alors que son apparition à elle est vraiment travaillée justement sur ce côté onirique justement. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis j'ajouterais que elle a ce côté. En fait, on sent qu'elle n'est pas humaine ou au moins différent. Là où son maître, quand on l'aperçoit, il n'a pas ce côté blanchâtre. Il fait partie en fait de l'univers dans lequel il a atterri. Alors que Camélia, on sent qu'elle n'est pas à sa place. Mais parce que c'est un Jug. Donc oui, mais tu l'apprends qu'après. Tu l'apprends pas dès le départ. Bien sûr, non, mais son maître, lui, c'est un humain. C'est quelqu'un qui s'achète les services d'un Jug pour. Oui, mais dans le sens, le fait qu'elle, comme tu le disais, qu'elle soit là posée de façon onirique en vision, c'est la technologie qui vient se déposer là, en fait, au milieu de la nature. Et mais je comprends pas ton point de vue parce que, au contraire, moi je trouve que son côté justement dans l'organique, je trouve que son maître, lui, est posé, c'est la technologie, c'est un vaisseau qui est posé là dans la nature, ok.
Mais elle est pas du tout. Elle a beau être un être synthétique, mais par contre, la manière dont elle est mise en scène, dont elle est révélée, c'est vraiment organique, c'est vraiment pictural, c'est vraiment sensoriel. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Non, Bah non, pas de sujet. Oui, c'était pas clair. Mais comme souvent, tu sais, il y a des fois, je dis des choses, on parlera pas de l'épisode de Lynch, mais est-ce que tu as une autre scène que tu aimes bien? Tout à l'heure, on parlait de Disney, sur le fait que, évidemment, une production hollywoodienne aurait été peut-être moins radicale, avec un vrai happy end, enfin voilà, avec une... Puis moins posée, moins lente. Il y a un truc où j'avais un petit doute sur le début, c'est sur le drone. Tu parles de drone, le père? Le père. Sur le fait qu'il y a un smiley qui est dessiné sur une des faces. Franchement, une production hollywoodienne aurait fait l'autre face en faisant la gueule, enfin tu vois, en faisant un smiley inversé. Mais oui. Alors que là, pas du tout. Et c'est un petit détail tout bête, mais qui, quand j'ai vu qu'il avait qu'une seule face, bah, j'ai trouvé ça vachement bien. Mais en fait, c'est la différence entre une œuvre qui ne s'éloigne pas de son sujet pour essayer de plaire à tout le monde. C'est ce que je disais en début d'épisode. Ce film-là, il a été réalisé en disant, mais peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous, notre ligne directrice, c'est celle-ci. C'est austère, on a des choses à dire, c'est politique. On va parler de certains sujets qui vont gratter et on va pas faire des blagues ou autres. Et il n'y en a aucune dans le film. Il n'y a pas un trait d'humour comme aurait pu le faire dans une grosse production hollywoodienne. Le film, il est rude, il est austère, et que ça plaise ou ça plaise pas. Et je pense que des fois, quand ça plaît pas, c'est plutôt que ça gratte. Et après, je pense que ça doit être surtout lié en fait à la comédienne qui joue Camélia, mais il y a plein de scènes d'intérieur, parce que les intérieurs, je trouve qu'ils sont vachement bien faits. Ils sont très picturales. Très bien éclairés. Ouais, je trouve ça très très beau. Et il y a plein de scènes, non, il y a quelques scènes d'intérieur avec Camélia où je dis, ah oui, c'est vrai que c'est joli. En fait, c'est vachement, vachement beau. Il y a quelque chose aussi qui était plutôt un reproche au tout début du film, mais en fait, j'ai vite compris que finalement, c'était une qualité. C'était justement le fait du côté organique, c'est-à-dire que ce côté un peu merveilleux, il y a un côté merveilleux dans ses formes. Dans la végétation, ouais, etc. Voilà. Qui est vraiment intéressante, la lumière est intéressante. Et au début, ça me manquait un peu. Au tout début du film. Bon, bah, très rapidement, on comprend qu'au contraire, mieux vaut qu'il n'y en ait pas beaucoup, parce que c'est un peu ce que dénonce le film. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. J'aime bien cette mise en forme-là, cette espèce de petite chose lumineuse. Moi, j'adore le passage dans la serre. Quand elle lui présente la serre et ses créations, en fait, où... c'est comme tu dis, c'est juste des lumières, genre le passage qui clignote, etc. C'est super beau. C'est en plus d'une tendresse. Voilà, en fait, dans la serre, il y a de l'amour pour la nature. En dehors, il y a eu de la destruction pour la nature. Et ça, moi, je trouve que cette scène-là, moi, c'est une de mes scènes préférées. Effectivement, depuis le début, on dit que c'est un film assez âpre, rugueux, etc. Mais il est quand même bourré de poésie. Et la scène de la serre en fait vraiment, vraiment partie. Et même, je trouve que de l'attachement de Vesper à Camélia, ce lien-là, un peu inégal des fois, mais il y a quand même quelque chose fondamentalement d'assez beau et de touchant dans ce lien-là qu'elles ont toutes les deux. Et dans cette espèce de on le disait tout à l'heure, Camélia est un espèce de personnage relais émotionnel entre le deuil parental et puis le deuil de l'ancien monde. Elle sert vraiment de transition. Je trouve que c'est hyper tendre, c'est hyper beau, parce que ce qu'il faut dire aussi dans le film, c'est que tous les liens corporels sont souvent des liens de domination et d'agression. Oui, tout à fait. Ouais. Donc notamment chez Jonas qui... et c'est un personnage qui pose problème et qui est vraiment d'une... Alors pour le coup, il est bien joué, mais oui, on a juste envie qu'il meure. Jonas. Donc voilà pour mes scènes favorites. Et toi, quelles sont tes scènes préférées? Moi, je l'ai dit, c'est la serre surtout que j'aime. J'aime beaucoup les passages en forêt quand elle est avec son père, qu'il y a des discussions. J'aime beaucoup quand elle retourne dans l'ancien laboratoire aussi. Voilà, il y a plein de scènes. Je sais que t'aimes pas trop cette scène-là avec les mini Dark Vador, et je suis d'accord sur le fait que l'action est pas forcément super bien filmée. En revanche, moi j'aime beaucoup les plans larges avec ces petites bêtes qui viennent en fait perforer les plantes rouges. Les plantes rouges là, j'ai trouvé ça vraiment très joli et très malin. Après, il y a
petite incohérence sur le fusil qui est lancé. Je pense qu'ils auraient peut-être pu le faire dès le départ. Mais voilà, je trouve que dans la pénombre, avec ce côté brumeux et juste ces petites étincelles rouges moi, j'aime beaucoup, Des beaucoup fuseaux, cette scène-là. comme des rayons laser. Non, arrête. Rouge. Exagère pas non plus. Donc voilà, et puis ma dernière scène, moi j'aime beaucoup la scène de fin quand elle est en haut de la tour et qu'elle elle répand les graines au gré du vent qui vont fertiliser les terres et redonner de la nourriture à toutes les laissés pour compte. Moi j'aime beaucoup cette scène qui pour moi définit le pouvoir de la jeunesse à déjouer en fait l'oligarchie adulte qui a détruit notre planète et à en faire quelque chose de nouveau. Voilà. C'est beau ce que tu dis, putain. Hey, tu deviens de gauche, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça va. J'ai pas mis ma doudoune sans manche. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé du film, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimerais maintenant savoir, parce que voilà, j'ai quand même, j'avais une petite appréhension. Ah ouais, pourquoi? Sur le fait. J'avais une petite appréhension parce que je me disais que est-ce que le fait, même si t'aimes bien les films contemplatifs, est-ce que celui-ci, le fait qu'il soit très lent, très voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de décors, est-ce que ça allait te gêner ou pas? Donc moi, ce que j'aimerais savoir là, maintenant, Manu, est-ce que tu recommandes de voir ce film? Pour moi, c'est pas assez contemplatif. Et les scènes où elle est dans la forêt avec son père en drone. En fait, moi, tu pouvais me faire un film complet. D'une gamine qui discute avec son drone dans un monde dévasté, moi ça me va, hein. J'aurais été hyper content. Donc, est-ce que je recommande ce film? Oui, je le recommande. C'est un super film. Après, moi j'ai quelques réserves. Il a vraiment une originalité qu'on peut pas nier. C'est-à-dire que ce soit son discours et même sur la partie, moi, qui m'intéresse le plus, hein, qui est la partie sur le passage à l'âge adulte, qui pour moi est plus fort que la partie SF, qui reprend des thèmes assez génériques, mais avec vraiment des vraies belles idées, des jolis personnages. Ouais, je trouve que qu'il y a une originalité qui est assez rare dans le cinéma. Non, je recommande bien évidemment de voir ce film. J'ai juste une petite réserve, hein, que j'ai pas eu le temps d'évoquer, mais il y a juste peut-être un poil trop de musique. J'aurais aimé que ce soit des fois un peu plus silencieux. Voilà, mais sinon, non, allez voir ce film, foncez. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode de Y a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu à l'enregistrer. Merci Manu. Merci Cédric. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée, mettez des étoiles, des cœurs ou même des petites plantes lumineuses si ça vous chante et parlez-en à vos potes, vos collègues ou même à votre chien, qui sait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Salut. Nickel. T'as vu ça? Ouais. Nickel Miguel. Je suis pas très fier de... Non. Non, c'était pas ouf.